Tout de suite, c'est Libre-Échange. 30 minutes avec Reynald Roussel. Reynald Roussel, merci d'avoir accepté mon invitation sur Akasha Web Radio. Alors vous êtes, tu es, parce qu'on se tutoie quand même. On va se tutoyer, oui. Alors tu es médium, auteur, parce que tu as sorti quand même quelques bouquins. Quelques livres, oui. Conférencier, on peut dire ça aussi? On va dire ça aussi. On appelle ça conférence, je fais des exposés. Mais bon, oui, c'est des conférences, oui. Et accessoirement, voyant par intermittence? Voyant pour intermittence, spécialisé dans les affaires uniquement. Donc ma voyance, elle est un peu particulière. Je fais pas tous les domaines, je fais uniquement les affaires. Ouais. Alors, justement, je percute sur la voyance parce que tu as fait une petite expérience avec une plateforme là, qui est gérée par Ethan Moore. Oui. Comment ça s'est passé Ça s'est passé très très bien, voilà, très très bien. Parce que j'étais axé uniquement sur les affaires. La voyance, j'avais arrêté depuis très longtemps et je voulais à nouveau refaire un peu. Et j'ai eu cette occasion de travailler sur une plateforme par téléphone, chose à laquelle j'étais contre tout à fait. Toutes ces plateformes, j'étais absolument contre. Et puis j'ai rencontré Ethan et il m'a dit, est-ce que tu veux faire? J'ai dit, ok, on essaie. Et ça a été fabuleux, quoi. Hein, fabuleux. Ah. Donc l'expérience très bonne. Alors, tu as quand même une trentaine de métiers quand même derrière toi, parce qu'il faut parler en termes de métiers. La voyance, oui, c'est un métier, voilà. Alors en plus, je me suis renseigné sur la nomenclature du métier, c'est classé en sous-catégorie en même temps que les cireurs. Donc, est-ce que tu... Alors, pour être clair, moi je suis déclaré à l'URSSAF, ils savent pas où nous caser. Alors moi je suis casé dans les gens du cirque, voilà. Alors on connaît aussi... Ambulant. Le cirque ambulant, oui. Alors, comme je me déplace pour mes conférences, je suis ambulant, voilà. Je me déplace. On te connaît aussi pour ton combat pour valoriser une certaine éthique dans ce métier. Alors là, qu'est-ce qu'un bon voyant? Alors, quelle doit être l'éthique idéale Alors, l'éthique idéale d'un bon voyant, c'est il voit ou il voit pas. Donc, c'est pas arnaquer les gens. On peut avoir quelqu'un en face de soi et absolument ne rien voir. Donc, l'éthique, c'est de dire je ne vois rien. Voilà. C'est tout simple, hein. Et pas inventer des choses ou faire parler les gens ou voilà. Mais il y a des très très bons voyants, il y en a des très très bons. Mais on parle que toujours de ceux qui voient rien et qui escroquent les gens, quoi, voilà. Donc la voyance, c'est un métier, ça se fait régler, mais si on voit pas, on voit pas, faut le dire. C'est simplement ça pour je me bats. Voilà. Uniquement pour la reconnaissance du métier. Alors, tu fais aussi donc de la médiumnité en salle. Alors, quel est le principe? De la médiumnité. Moi, j'ai accentué sur la médiumnité. Hein, donc, quand j'avais la voyance, j'avais uniquement les affaires. Je voulais pas faire les vies sentimentales, les déménagements, les choses classiques. Les autres le font très bien. Moi, je le fais pas très bien parce que je n'aime pas ça. Par contre, pour la médiumnité, là, je dois dire que pendant 30 ans, j'ai fait même c'est pas prétentieux, mais c'est du bon travail, quoi. Voilà, en médiumnité. Et j'ai essayé de remettre des lettres de noblesse à la médiumnité, de démystifier l'étape tournante, de démystifier, il parle avec les morts, parce que je ne parle pas avec les morts, ils sont morts, c'est pour ça qu'on souffre, donc d'expliquer un peu le champ de conscience qu'il y a de l'autre côté, et enlever le côté sensationnel, quoi, c'est tout simple, hein, voilà. Et alors, c'est ce que j'ai fait, j'espère que je suis arrivé un petit peu peut-être, mais voilà, c'est très... Les gens aiment le sensationnel, plus c'est sensationnel, plus les gens aiment ça. Alors, avec moi, il n'y a rien de sensationnel, voilà, c'est tout simple, hein. À quoi on connaît un faux médium? Je suis en consultation, je ne sais pas à qui j'ai affaire, et j'aimerais bien qu'en 5 minutes, je sache à qui j'ai affaire, s'il me balance du flanc ou pas. Bon, alors je ne te connais pas, tu viens chez moi, je te demande pourquoi tu viens, tu me dis pour un deuil, tu me sors la photo de la personne qui est partie, et je démarre. Et tu dois reconnaître absolument que je te parle de la personne, voilà. Donc je vais te donner des trucs de référence auxquels tu ne peux pas douter. Si jamais c'est très flou, que c'est un peu je te dis la personne elle est bien, il va bien. Bon, ça c'est pas crédible. Il faut que je te donne des choses très concrètes. Voilà. Très concrètes, oui. Donc en 5 minutes. J'ai eu un cas cet après-midi au monsieur, je lui ai dit, mais votre ami était charpentier. J'ai pas dit menuisier, j'étais charpentier. Et ce monsieur sur sa carte de visite, au lieu de mettre menuisier, il avait mis charpentier. Donc déjà ça l'a interpellé. Et après, dès qu'il se libère, qu'il est en confiance totale avec moi, après c'est une conversation que tu as avec la personne qui est partie. Le métier de médium, c'est pas décrire la personne, dire il est grand, brun, habillé sportif et tout. Ça non, le but c'est d'avoir une conversation. Et
ça peut être un moment magique, douloureux pour certains, c'est très douloureux, mais ça peut être magique à la sortie, quoi. Voilà. Alors, tu tournes souvent en France dans le principe de la médiumnité en salle. Est-ce que, bon, il y a certains Oui. auditeurs donc, qui ne connaissent pas trop ça. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu le principe? Alors, la médiumnité en salle, il y a plein de personnes qui sont en salle en face de moi. Je fais poser des photos. Je tire des photos pas au hasard. Je suis un peu dirigé pour les prendre et je fais un contact à la personne qui est en face. Et donc, un contact en salle, c'est très court, hein, ça dure 3-4 minutes et on va à l'essentiel des choses. On touche le côté sensible de la personne pour qu'elle se rende compte que je suis en contact, que j'invente pas. Donc, je ne suis pas, comme ils disent actuellement, mentaliste, hein. On va à des faits, on touche la personne directement au point sensible de la personne. Et c'est miraculeux. Puis après, les personnes décident de te voir en privé ou pas. Mais moi, quand on veut me voir en privé, il faut passer absolument par une séance publique pour voir comment je fonctionne, pour pas qu'on se fasse des idées. Parce que bon, il y a eu des vidéos maintenant sur Internet où les gens me disent « Ah, je vous ai vu sur Internet ». Oui, me voir sur Internet et me voir en vrai, c'est deux choses totalement différentes. C'est pas la même chose. Parce que je suis pas forcément tendre, donc je brode pas dans le sens du poil. Alors, il faut voir. Et puis après, où je vous plais, où je vous plais pas. Mais si jamais ça peut passer entre les deux, ben, ça peut être magique quelquefois. Ça enlève pas le chagrin, ça enlève pas la douleur, ça donne une autre approche de l'absence. Alors, la médiumnité, je vais revenir sur la médiumnité. Bon, moi je dis parfois à cette personne, tous les enfants sont des médiums en puissance. Tous. Tous, oui. Est-ce que tu as... Quel est ton avis là-dessus? Alors moi je suis né, c'était, on va dire le canal, parce qu'il faut employer toujours des mots un peu... Voilà, le canal était ouvert, ou le tuyau était ouvert, voilà. Les enfants qui naissent aujourd'hui naissent avec une grande connaissance. Donc, beaucoup d'enfants aujourd'hui ont des perceptions psychiques de l'au-delà. Alors, quand on dit au-delà, ça fait peur. Ils ont des perceptions psychiques d'un univers invisible. C'est pour ça que les parents, des fois, ont très peur. Ils viennent me voir ou ils vont voir mes collègues en disant « Ma fille, la nuit, elle nous dit qu'elle voit des gens. » Oui, on voit des gens. Les enfants ont une grande ouverture d'esprit. Ils ne se posent pas la question. Donc, ils voient, ils racontent. Justement, ils ne se posent pas la question. Après, c'est dur à gérer pour les parents. Ouais. Mais est-ce que c'est, l'explication, est-ce que c'est surtout dû à une certaine pureté de conscience qui a chez eux? Je ne saurais pas dire parce que moi je ne suis pas une encyclopédie de l'au-delà comme certains, donc je ne peux pas expliquer les choses. Donc oui, je pense qu'ils ont une pureté de conscience qui va jusqu'à 7 ou 8 ans, et puis après ça s'arrête, parce que de l'autre côté on les laisse libres de vivre leur adolescence normale, et après ça revient ou ça revient pas. Et les enfants ont une capacité à voir les choses sans se prendre la tête. Alors il y en a qui racontent, il y en a qui le gardent pour eux, après c'est au cas par cas. Mais c'est une ouverture d'esprit, oui, ils ont une intelligence, ils connaissent plein de choses, quoi. Voilà. Alors et toi, quand tu étais enfant, tu aimais jouer à quoi? Moi, quand j'étais enfant, j'étais un enfant, alors, hors norme, dans les années où je suis né, j'aimais pas mes copains, j'aimais être avec des grands, des plus avancés que moi. Quand j'avais 7 ans, j'aimais bien avec ceux qui avaient 12-13 ans, et j'étais un enfant solitaire, donc je ne jouais pas aux cow-boys, ni aux indiens, j'aimais la solitude. Voilà. Donc je pourrais rester des heures dans le grenier, j'étais pas tout seul, je percevais d'autres choses, d'autres plans. On dirait, oh, il est gentil, il s'ennuie dans son grenier. Dans mon grenier, j'étais pas tout seul, voilà. Donc ça dérangeait un peu les adultes, quoi. Voilà. Les amis imaginaires. Mais j'étais un enfant normal, moi ça m'a jamais gêné, hein, ce contact. Puis je suis né à l'époque où on n'envoyait pas les enfants chez le psy, parce qu'ils étaient solitaires, donc je suis passé une enfance protégée, quoi, voilà, protégée. Les amis imaginaires n'étaient pas si imaginaires que ça, en quelque sorte. Pour moi, ils étaient très réels, hein, très réels. Voilà. Alors aussi, tout le monde, il y en a qui s'inventent des petits contes, des histoires, ça arrive aussi, hein. Mais bon, ceux qui vous disent la nuit on vient me voir et tout ça, généralement c'est réel, quoi. Ça fait peur aux parents, les enfants le vivent bien, hein. C'est les parents qui donnent l'angoisse aux enfants, hein. Exactement, oui. Donc t'es sûr que t'as vu, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ils disent rien, ils disent simplement voilà, ils sont là et on les voit et ils sont là un peu pour témoigner. Alors tu fais également j'ai envie de rebondir là-dessus, de la médiumnité aussi chez les animaux. Alors déjà, est-ce que tu fais chez tous les animaux? Sur tous les animaux? Alors, on peut rentrer en contact avec l'âme de l'animal qui est parti. Alors moi je fais les animaux domestiques. Parce que comme on a vécu 15 ans avec un chien, il y a un sentiment qui se crée.
ou avec un chat. Donc je fais des contacts uniquement sur les animaux domestiques. Mais on peut rentrer en contact avec plein d'animaux. Mais le problème, c'est que depuis qu'il y a Internet, c'est tout et n'importe quoi. Donc des fois, on me dit... La dernière fois, j'étais un peu scandalisé. Pas pour moi, mais c'était un manque de respect envers les gens qui avaient eu un chien avec qui ils avaient vécu. On me dit, j'ai écrasé un poulet sur la route, qu'est-ce qu'il a à me dire? Non, le poulet écrasé sur la route, il a rien à dire. Surtout si vous l'avez ramassé et mangé en plus. Hein. C'est pour les gens qui ont vécu une histoire d'amour avec leur chien, avec leur chat, avec les perroquets, enfin une histoire. Voilà. Et là, on peut rentrer en contact. Alors, je n'aboie pas, je ne miaule pas, je rentre avec la conscience de l'animal. Et je donne des détails que seul le maître peut percevoir et reconnaître son animal. Alors, c'est très court, hein, ça va très vite, hein, c'est jamais... voilà. Mais on peut entrer en contact avec un lion, les gens qui ont eu des zoos, qui se sont occupés d'animaux, des tigres, des lions, souvent ça se manifeste, hein, pour des dompteurs et tout ça. Mais le flux d'informations que tu reçois par rapport au ressenti, est-ce que c'est le même que par rapport aux défunts? Comment tu ressens ça? Pareil. C'est la même chose. Ah, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Hein. Il n'y a pas de différence. Ça, j'avais un jeune médium avec moi, je lui ai dit, viens, on va faire les animaux. Il m'a dit, non, je ne vais pas y arriver. Je lui ai dit, c'est pareil. Et à la sortie, il m'a dit, oh, c'est quand même beaucoup plus simple avec les animaux. Donc, il se pose pas trop de questions comme pour un défunt. Le défunt, c'est ce qu'il m'a aimé, ce qu'il m'en veut, je l'ai pas assez aimé. Non, l'animal, ça communique tout seul, quoi. C'est merveilleux, quoi. Il n'y a pas de différence. Enfin, pour moi, il n'y a pas de différence. Hein. Après, chaque médium, c'est au cas par cas. Mais moi, ça a été une facilité. Je travaille avec Christine André aussi également. Elle a une facilité. Ça se fait tout seul avec un animal. Il n'y a pas de doute, voilà. Où on a l'animal ou on ne l'a pas, quoi. Voilà. Mais la médiumnité, en gros, est-ce que c'est pas une histoire de vibration? Parce que moi, je pars, je sais pas, tu m'arrêteras si je dis faux, mais oui. Pour moi, un médium, c'est pas péjoratif, mais c'est quelqu'un qui est poreux, mais dans le sens, voilà, pas dans le sens péjoratif, mais au niveau de l'énergie qu'il laisse véhiculer des informations qui viennent de lui, mais selon le degré de vibration d'un médium, si certains ne vibrent pas spécialement haut, ils peuvent recevoir des informations d'entités qui ne sont pas spécialement en haute vibration non plus. Alors moi, je suis un peu particulier. Tout ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Le mot vibration, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, c'est un grand mot en plus. Oui, Voilà. Le mot énergie, j'entends le mot en ce moment sur ces mots énergie, vibration. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, j'ai vu, dès que j'étais petit, j'ai jamais vu des mauvais esprits, j'ai jamais vu... Alors souvent, les gens me disent, vous êtes sûr que vous êtes en contact avec un bon esprit, il ne peut pas se faire passer pour un autre. Non, parce que c'est pas moi qui dirige, je passe par une entité supérieure, ce qu'on appelle un guide spirituel, pour que ça soit plus simple. Et donc, en 30 ans, je n'ai jamais été attaqué par un esprit loufoque, on va dire, parce que méchant, je pense pas. Je pense que quand tu es décédé, que de l'autre côté tu es mal, tu as autre chose à faire que de venir embêter les vivants. Sauf peut-être si on touche à des choses pas très claires, paraît-il. Mais moi, je suis très cartésien, je crois qu'à ce que je vois. Donc, la médiumnité, je l'ai expérimentée, donc j'y crois. Après, tout le reste, je suis un peu spécial, je crois pas à tout ce que... Voilà, il faut que je vive les choses pour me rendre compte que c'est vrai. Alors justement... Donc, mauvais esprit, ça, je sais pas. Certains parlent de base astrale, et je sais que tu as un truc à dire là-dessus, sur cette notion de base astrale, de dose astrale. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie en haut. C'est mon point de vue. Il n'y a pas de hiérarchie en haut, ça, je suis absolument d'accord. Base astrale, pour moi, ça n'existe pas. Le base astral, moi, si je vais à Aurillac demain, je vais arriver, je vais pas connaître, moi je vais prendre un plan, je vais regarder, et quand je vais être dans Aurillac, je connais pas. Si je suis neuneux, je reste sur le bas à l'entrée d'Aurillac, et je bouge pas. Si je suis un peu dégourdi, je vais me renseigner auprès de quelqu'un comment aller à tel endroit. Voilà. Donc le base astral, c'est quand on arrive qu'on est perdu. Alors les gens qui ont fait une démarche un peu spirituelle, qui ont lu des trucs sur l'au-delà, ils sont tout de suite à l'aise. Ceux qui n'ont rien eu, s'ils sont débrouillards, ils sont à l'aise. Et puis ceux qui sont un peu timides, ils sont perdus. Donc voilà, mais il n'y a pas de bas et de haut. Il y a le départ, on arrive, on démarre et on fait son évolution. Voilà. On peut arriver dans un petit village et se retrouver à la capitale des mois après, des années après. C'est le mot bas astral. Ça me gêne. Comme le haut astral. Il y a l'astral, le plan où on ne connaît pas où on va. Donc moi, tout ce que je fais quand j'arriverai de l'autre côté, peut-être que je serai encore perdu un peu parce que je ne connais pas tout non plus.
Donc, j'ai peut-être été perdu un moment. Mais après, comme je suis un peu débrouillard, je vais arriver à trouver le chemin. On a un plan dans la tête, voilà. Bon, c'est comme ça que je l'explique. C'est un peu simpliste. Et comme je suis pas allé voir de l'autre côté comment c'était, je l'explique comme ça. Mais le bas astral avec les gens mauvais qui restent, non. Ça, je suis pas d'accord. Oui, puis ça, c'est mais je suis pas une encyclopédie. Hein. Oui, parce que c'est la fâcheuse tendance aux humains de hiérarchiser. Voilà, ils veulent que le haut soit comme eux perçoivent les choses au niveau matériel. Voilà, donc, voilà. Oui. Il faut savoir que de l'autre côté, on n'a aucune connaissance. Hein. Le médium, le médium, faut que je fasse ça avec le médium, il a une perception de l'astral qu'un tout petit bout de l'astral. Il ne connaît pas tout. Hein. Le médium, il communique avec les défunts, c'est tout. Et les défunts racontent ce qu'ils ont à raconter, mais ils parlent jamais. Des fois, je lis des choses quand même, ça me retourne, ça me donne de l'herpès. Voilà. De l'autre côté, personne n'est allé voir comment c'était. Il y a des plans, parce qu'il faut donner il faut des termes. Il y a des niveaux, mais on n'a pas la connaissance de tout. Hein. Après, il y a beaucoup de légendes, hein, je pense. Exactement, oui. Alors, tu es connu aussi au niveau européen. Alors ça, c'est... J'ai une question à oui, poser. Je suis connu au niveau européen. oui, mais ça, ça m'a fait rire parce que moi, je suis d'une famille très modeste et quand je me suis retrouvé dans ce domaine, je ne pensais pas que ça allait prendre des proportions comme ça. Ça m'est tombé dessus comme ça. Donc, connu au milieu européen, oui, mais tu vas parler de la barrière de la langue. Voilà, exactement. Mais la médiumnité, bon... Il n'y a pas de barrière de langue parce que de l'autre côté, il y a une traduction qui se fait simultanée. Donc, si la personne me parle, le dessin est suédois, hop, il va y avoir une traduction, je vais comprendre. Et comme il y a beaucoup d'humour, de temps en temps, je vais prononcer des mots en suédois que je ne connais pas. J'ai fait une conférence avec le père Brune, et on me parlait en espagnol, donc je ne comprenais rien du tout. Donc j'ai dit au père Brune, on me parle en espagnol, on me dit cette phrase en espagnol, et il m'a traduit. Voilà, donc il y a beaucoup d'humour de l'autre côté, et la barrière de l'homme, non, si la personne est étrangère, j'ai la traduction qui se fait pour qu'elle comprenne. Voilà. Mais la médiumnité en France... Je ne sais pas si j'étais clair dans mon explication. Oui. J'étais clair, oui. Ah, mais très clair, il n'y a pas de souci. Mais la médiumnité en France, elle est assez, elle est perçue d'une manière assez particulière aussi. Il y a encore du travail. Ça fait peur. En France, ça fait peur. Mais c'est à cause des médiums, hein, voilà. C'est pas la médiumnité qui fait peur, c'est le médium qui fait peur aux gens. Parce que le médium se donne des tas de pouvoirs, des tas de choses, alors que c'est un mec normal comme tout le monde, sauf qu'il a cette faculté de percevoir. Et en France, quand on dit qu'on est médium, c'est la grosse rigolade, quoi. La dernière fois que j'ai ouvert un compte bancaire dans la région où je suis, parce qu'au début, je disais pas je suis médium, je suis conférencier. Conférencier sur quoi? Médium sur l'au-delà. Le mec en face de toi, il rigole, obligatoirement. Maintenant, je suis de l'accompagnement au deuil, alors là, c'est plus sérieux. Parce qu'on a tous quelqu'un qui est malade, généralement, dans sa famille. Donc, mais médium, le mot médium, c'est l'étape tournante. C'est un peu, en France, c'est un peu resté comme ça. C'est un peu dommage. C'est même très dommage, c'est pas un peu dommage, c'est très dommage que la médiumnité soit pas reconnue. Oui. À l'étranger, c'est un peu plus facile. Voilà, un peu plus facile. Oui, voilà, justement. En France, je voulais en venir à ça. Est-ce que tu as ressenti qu'il y avait d'autres pays qui étaient beaucoup plus ouverts sur cela? Oui, alors la Belgique, l'Italie, l'Espagne. Bon, je parle pas du Brésil, parce qu'au Brésil, ça marche très bien. Mais voilà, en Europe, la Belgique, on en parle plus facilement. L'Italie, l'Espagne, et j'ai pas beaucoup. L'Allemagne aussi, on en parle un peu en Allemagne facilement. On rigole moins quand on dit qu'on est médium, on rigole moins. Si on dit qu'on est voyant, les gens rigolent encore avec extra-lucide, voilà. Mais le mot médium, ils savent que c'est intermédiaire entre un plan visible et un plan invisible. Voilà. Okay. Donc en France, on a beaucoup de progrès à faire. Ça s'ouvre un petit peu voilà. Oui, comme les magnétiseurs, les barres de feu, en France, ça commence un peu à s'ouvrir. Hein. Voilà. Il y a déjà le problème, c'est en France, c'est qu'ils veulent expliquer. Oui, les hôpitaux reconnaissent maintenant un peu. Oui, voilà, oui. Moi, j'habitais une petite ville. J'ai eu un petit problème de santé l'année dernière dans une petite ville à 4 heures du matin. Une petite ville, j'habite. Hein. Quand je suis arrivé, on m'a dit, est-ce que vous voulez voir un hypnotiseur? J'ai éclaté de rire. C'est pas bien. Hein. Mais j'ai dit, quoi? Un hypnotiseur ici? Ils m'ont dit, mais oui, un hypnotiseur. Et voilà. Donc, ils s'ouvrent. Ils sont pas contre. Voilà, ils s'ouvrent. Voilà. C'est pas encore général, mais il y a quelques hôpitaux qui, au fur et à mesure. Oui. Barreurs de feu, pour les barreurs de feu, les brûlés, tout ça, oui. Pas tous, mais ça s'ouvre, donc c'est bien. Voilà. Alors, après, je pense que ça dépend de celui qui dirige l'hôpital, quoi. Si on tombe sur un chirurgien borné, là, ça s'ouvre pas. Mais pas
par contre, au niveau du personnel médical, ils sont très ouverts. Hein, voilà. Moi, j'ai vu des infirmières qui m'ont dit on peut calmer le feu si vous voulez, si ça vous brûle, on peut faire plein de choses, sans que ce soit officiellement reconnu par l'hôpital. Alors là, tu vas bientôt... J'ai un grand respect pour les infirmières et tout ça, parce qu'elles savent. Hein. Les gens qui font du soin palliatif, ils savent tous qu'après, il y a autre chose. Quand les gens partent, ils ont un rapport intime avec les malades, et ils savent qu'il y a autre chose. Le personnel ça, c'est extraordinaire. Par contre, ils ont des difficultés à en parler à la famille. Voilà. C'est plus délicat. Voilà. Tu vas bientôt Donc partir en c'est très tournée. tabou encore. Tu vas bientôt partir en tournée. Pardon ? Tu vas bientôt partir en tournée. Oui. Je pars en tournée, oui. Alors tu as précisé parfois sur ta page Facebook, je crois que tu vas aller mettre un peu le haut là, parce que bon, il y a une nouvelle génération qui arrive et qui est très performante à ce niveau-là. Oui, parce que moi je passe dans la génération ancienne maintenant. Je travaille encore, pas à l'ancienne, mais j'ai un peu mes idées. Maintenant, il y a des jeunes médiums qui arrivent, qui sont hyper performants et qui se prennent pas la tête avec les trucs, je sais pas si c'est non, mais avec les anciens spirites connus de tout le monde. Ils savent pas, voilà. Donc ils y vont avec leur cœur, leur amour, et voilà, ils donnent des messages. Ils se posent pas la question est-ce que ça va faire plaisir ou pas. Ils donnent le message, sans avoir une hiérarchie derrière, style Allan Kardec et tout ça, quoi. Donc ils y vont pur. C'est une nouvelle génération qui va monter en force très, très bien. Et c'est eux qui vont arriver à ouvrir les gens sur ce phénomène spirituel qu'on appelle paranormal, mais qui est tout à fait normal. Okay. Ben, en plus, bon. À mes yeux. Bon, pour l'actualité, il y a ton site, de toute façon, où tu recenses tous les... Oui, et j'ai un site où je recense les villes en province, oui. et la ville Paris, évidemment, pas à part, mais je tourne un petit peu partout. Voilà. Bon, ben, on va... Et j'emmène tout le monde. Ben, voilà. Bon, on va inviter les gens à venir te voir pour se rendre compte par eux-mêmes. Oui, il ne faut pas qu'ils viennent par curiosité, il faut qu'ils viennent pour s'informer. Voilà. Bon, alors déjà, d'une part... Parce qu'il n'y a rien à voir chez moi. Jamais je viens voir. Non, chez moi, il n'y a rien à voir. Tu m'écoutes, et si tu as un contact avec un de ta famille qui est parti ou quelqu'un de très cher à toi, ça peut changer le regard carrément sur le mot mort. Voilà. Déjà, l'entrée est payante. Donc, ça limite un peu les dingos qui peuvent venir pour... Non, parce que les dingos, un dingo, il paie le prix pour foutre la merde, il paie le prix. Mais c'est pas très cher, donc tout le monde peut rentrer, voilà. Enfin, bon, 20 euros, quand même, c'est pas mal pour... 20 euros parce que le train est cher, parce que l'hôtel est cher, parce que le déplacement est cher. Mais quand je fais sur Paris, je peux faire gratuitement, et je fais des séances aussi anonymes, elles ne sont pas sur mon site. Pour les parents qui ont perdu des enfants, je fais des séances, voilà. On paye pas, quoi. On vient et voilà. Mais le rapport à l'argent, maintenant, aujourd'hui, une salle, ça coûte très... À Paris, quand je faisais j'ai arrêté Paris à cause des frais. Une salle à Paris, c'est 900 euros pour 3 heures. Ouais, c'est cher aussi. Je peux pas. Il faut 150 personnes. 150 personnes, c'est pas l'intimité. J'ai pas 150 personnes en deuil, j'en ai 30, et le reste, c'est que des curieux, ils savent pas quoi faire, ils sont passés. Là, on va aller voir le gars qui parle avec les morts. C'est pas du tout ça ce que je fais, voilà. Maintenant, si on me donne des salles gratuites, moi, je fais des places gratuitement, hein, c'est pas le problème, quoi. Et il y a ce rapport à l'argent, quoi, voilà. Ça, je reconnais que c'est cher. Moi, 20 euros, je trouve ça très cher. Mais, comme je vais m'arrêter, je ne compterai pas. Parce que je me fais incendier des fois quand on me dit 20 euros. Mais oui, 20 euros, c'est très cher. Bah, c'est un prix psychologique. Mais voilà, si on me dit j'ai pas d'argent, bah, tu rentres. Hein. Bon, en tout cas, cette interview sera livrée gratuitement aux auditeurs. Avec plaisir. Je remercie. Je te remercie de m'avoir invité. Voilà. C'est moi qui te remercie. Au revoir, Reynald. À bientôt. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne et nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un à l'autre et nous laisse tous deux
la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Nos deux mains restent soudées et parfois soulevées, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. La 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 la. La joie, éclaboussée par son sourire, me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient m'arracher d'entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne et nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre. Je lutte et je me débat, mais le son de ma voix, c'est tout dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de furie, de rage et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin et je crispe mes poings, maudissant la foule